Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Ce que nous vivons ces temps-ci, c'est une vie masquée de la distanciation sociale au destin commun. Comme on le sait tous depuis le début de la semaine, la France se voit l'école, bureau, espace public. Le masque s'est généralisé dans notre paysage quotidien. Est-il le symbole de notre responsabilité commune ou celui de notre perte de liberté? Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux philosophes. André Comte-Sponville, bonjour. Vous publiez un dictionnaire amoureux de Montaigne. On en parlera car de nombreuses entrées font écho à ce que nous vivons. J'en ai trouvé quelques-unes. Mourir, nature, âge, cannibale aussi. Vous nous direz en quoi Montaigne peut nous aider à penser la période que nous traversons. Et puis Corinne Pelluchon, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université de Gustave Eiffel, spécialiste de philosophie politique, et vous avez notamment publié Pour comprendre Lévinas aux éditions du Seuil, et puis Réparons le monde, humains, animaux, nature aux éditions Rivage. Que pensez-vous, Corinne Pelluchon, de l'apparition du masque dans l'espace public ? D'abord, c'est une contrainte nécessaire liée à la situation actuelle. Ensuite, on peut penser que mettre son masque chaque matin quand on part, c'est aussi le rappel de cette situation très grave que nous traversons. Et ça témoigne de notre vulnérabilité commune, du fait que nous sommes exposés à des infections, que nous pouvons contaminer autrui, être contaminés. Et je crois que ça fait le lien entre cette vulnérabilité et notre responsabilité, puisque le prendre, c'est aussi dire que, prendre conscience, incorporer la gravité de la situation et essayer de ne pas faire de mal à autrui et d'accepter, du moins pendant un moment provisoire, cette situation. Mais c'est aussi masquer le visage. Le visage, je crois qu'en philosophie, cela renvoie à de nombreux textes, Corinne Pelluchon. Alors bien sûr, c'est une contrainte, c'est quelque chose de difficile dans les relations quotidiennes pour communiquer. Le visage, effectivement, est le lieu de la communication infraverbale, par le sourire. Bon, le masque masque le sourire, donc du coup, c'est vraiment difficile pour chacun. Néanmoins, on peut rencontrer autrui, même masqué. Le visage chez Lévinas ne se confond pas. Et qu'est-ce qu'il aurait dit, Emmanuel Lévinas, le philosophe sur lequel vous êtes beaucoup penché? Qu'est-ce qu'il aurait dit du masque? Personne ne peut savoir ce qu'il aurait dit, mais lui, Vous le connaissez bien. Il écrivait que le visage n'est pas la face physique, ne se confond pas ni avec le support anatomique, la bouche, les yeux, le nez, ni avec l'expression faciale, un visage gai ou triste, mais le visage, c'est une manière de dire qu'autrui échappe à tout ce que j'en vois, et on sait qu'autrui n'est pas réductible à son phénomène, qu'il y a une unicité, une singularité de chacun. Bon, et que la rencontre est un événement. Voilà, c'est ça, le visage. Alors, on peut rencontrer autrui même masqué, évidemment, il faut un peu d'imagination pour communiquer de manière individualisée. Et c'est vrai que si, en plus, on porte des vêtements gris, noirs, moches, et qu'on est masqué, ça ne va pas être agréable dans les relations sociales. Parce qu'André Comte-Sponville et moi, on est en gris. Non, vous avez dit moche. Non, surtout pas. De très belles lunettes, d'ailleurs, je regarde. Mais non, mais c'est vraiment bon. Donc, et pour reprendre Lévinas, il disait que le visage peut être perçu même dans la nuque de quelqu'un. Il rappelait le roman de Vassili Grossman où il y a un passage là-dessus où la nuque d'autrui peut signale à la fois sa fragilité et sa singularité, le fait qu'il échappe. Donc le masque ne nous empêche pas d'aborder autrui dans ce qu'il échappe, dans ce qu'il est, voilà. Mais évidemment, cette situation contraignante, difficile et contraignante pour ceux qui travaillent tous les jours, du matin au soir, et qui portent ce masque, moi je l'ai fait quand j'ai fait passer des examens, c'est absolument inconfortable, moi je l'ai fait quelques jours, ça nous oblige, je crois, et ça c'est peut-être la singularité de la situation, à prendre conscience d'une situation très grave qui peut-être se répétera, puisque notre modèle de développement nous expose à
des crises sanitaires et environnementales importantes. Et d'une certaine manière, on incorpore. La plupart des personnes savaient qu'il y avait des risques sanitaires, environnementaux extrêmes liés à notre situation, à notre modèle de développement. Mais c'est vrai que ça nous oblige à le reconnaître, à l'incorporer. Et peut-être, c'est l'occasion de changer, de faire sa part dans l'immense chantier qui nous attend de reconstruction et de réorganisation des modes de production et de consommation. André Comte-Sponville, que vous inspire le masque ? Un petit peu la même chose que Corinne. C'est une contrainte, c'est désagréable. Et sans doute c'est nécessaire. Espérons qu'il soit efficace. Je dis espérons parce qu'en vérité je n'en sais rien et les experts, semble-t-il, là-dessus ne s'accordent pas tous. Mais enfin, je le porte. Je le porte, mais un peu à regret, un peu en pestant, mais il faut le porter. Je le porte d'abord par discipline républicaine et aussi par solidarité. Se protéger, c'est protéger les autres. Il n'y a pas de domaine où la solidarité soit plus évidente que dans le domaine de la santé, spécialement des maladies contagieuses. Non. Mon inquiétude, c'est plutôt combien de temps ça va durer. Et c'est la grande différence avec le confinement, parce que le confinement, c'est pareil. Je disais qu'il fallait le respecter, je l'ai respecté strictement, et à Paris, mais on savait tous que ça ne pouvait pas durer, pour des raisons économiques, parce qu'au bout de 6 mois, les gens mouraient de faim, simplement. Parce que quand on parle d'économie, j'ai choqué en osant parler d'économie à propos de la santé. Ça n'était pas sanitairement correct. Pourquoi aviez-vous choqué ? Parce que je disais au départ, le confinement, encore une fois, il faut l'appliquer, mais attention, ça va coûter terriblement cher, ça compromet l'avenir de nos enfants. Et je disais que je suis plus inquiet en tant que père de famille pour l'avenir de mes enfants que pour ma santé de presque septuagénaire, si vous voulez. Mais sauf que le confinement, c'était un gros problème, c'était difficile, c'était contraignant, mais on savait que ça ne pouvait pas durer. Le masque, rien n'interdit que ça dure. Parce que si dans 20 ans, le virus est toujours là. Si dans 50 ans, le virus est toujours là, vous imaginez ? 20 ans de masque, 50 ans de masque, moi je ne serai plus là, mais Corinne, vous y serez encore. Pas sûr. Là, j'ai envie de dire, s'il faut porter le masque pendant 50 ans, j'aime mieux mourir de la Covid-19 tout de suite, à la limite, vous voyez ? Et voilà, donc la question c'est, quand est-ce qu'on arrête ? Et si pour arrêter, il faut qu'il n'y ait plus que 0 mort, il est possible qu'on n'arrête jamais. Et c'est là où Montaigne nous rappelle que la vulnérabilité, ça ne commence pas avec la Covid-19. Si vous voulez, d'abord, lui, il a connu la peste. C'était autre chose quand même que la Covid. Qu'est-ce qu'il dit justement de l'épidémie, Montaigne, lorsqu'il rencontre la peste avec donc les morts et sa manière aussi de penser à la mort, André Comte-Sponville. Non seulement il a connu la peste, mais surtout il comprend que la mort fait partie de la vie. C'est une phrase de Montaigne que j'ai souvent citée. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la vulnérabilité, elle est légèrement augmentée par la Covid-19, mais elle fait partie de la condition humaine. Tout contentement des mortels est mortel, écrit Montaigne. C'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Voilà, Montaigne, c'est le penseur de la vulnérabilité, de la fragilité de la vie et de l'amour de la vie. Et aimer la vie, ça suppose aussi qu'on accepte la mort. Parce que si tu dis « j'aime la vie, mais j'accepte pas la mort », tu n'aimes pas la vie, puisque la mort fait partie de la vie, vous voyez. Et donc Montaigne, de ce point de vue, nous permet de prendre du recul. La peste, c'était quand même beaucoup plus grave que la Covid-19, nous donne une leçon d'acceptation, une leçon de sagesse et surtout une leçon d'amour de la vie. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que la peur de la mort l'emporte sur l'amour de la vie. Corinne Pelluchon, qu'est-ce que vous en pensez ? Vit-on dans une époque où, finalement, sous prétexte de précaution, on va ôter le sel de la vie ? Je ne sais pas. En tout cas, le masque, on le porte aussi pour éviter un confinement, actuellement. Donc pour éviter une ruine économique. Là, je suis d'accord avec vous, l'économie, c'est fondamental. La peur de la mort, je crois que sans doute les humains d'aujourd'hui tendent à oublier, mais néanmoins, chacun dans sa vie, parfois très jeune, est confronté au décès d'un proche. Et ça, c'est des choses très intimes. Effectivement, moi aussi, je pense que la mort fait partie de la vie et que la liberté est plus importante que la sécurité, mais sans la santé, on ne va pas très loin. Quelqu'un qui est malade, qui est en chimiothérapie, sa vie est diminuée. Donc voilà, on est obligé, ce qui est important, l'amour de la vie, le sens de la vie, s'engager, ça c'est fondamental. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de risques sanitaires, environnementaux, beaucoup d'angoisse chez les gens et une perte des repères qui fait que chacun s'accroche à ce qu'il a. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de proposer non pas une vision du monde supplémentaire, mais non pas un espoir au rabais,
mais des propositions de transformation d'un modèle de développement qui a des contre-productivités sociales, environnementales, qui nous déshumanisent et qui nous envoient dans le mur. Et il faut le faire, je crois, en justement s'appuyant sur la créativité, la liberté, l'imagination de chacun. Non pas par un gouvernement par la peur, non pas par des injonctions moralisatrices, par de la culpabilisation, mais en incitant chacun à faire sa part, à trouver à sa mesure, à son rythme, les moyens de changer son modèle de d'alimentation. Parce que moi, je pense que la transition écologique se situe d'abord, passe par l'assiette. C'est vraiment la manière de manger, d'organiser la production alimentaire. Ça mériterait d'être au cœur d'une politique publique aujourd'hui. Eh bien, voilà. En partie. Pas encore, pas assez, notamment pour les animaux. Mais vraiment, il y a... Parce que pour les animaux, on ne fait rien. Hein. Notre président de la République qui a beaucoup de qualités, qui a fait beaucoup de choses pour l'Europe, parce que moi je considère comme vraiment l'Europe a enfin été au rendez-vous. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la Covid-19 avec ce plan d'être commune, et il a été un artisan de cela, mais sur la question animale, il ne fait rien. On parle des choses. Il y a des règles on ne fait rien. Alain Bougrain-Dubourg se met en colère. Non, il se met en colère parce qu'on parle beaucoup. Il y a eu beaucoup de ministres de l'Environnement qui étaient sincères là-dessus, Nicolas Hulot bien sûr, mais le même Elisabeth Borne et tout ça, il ne se passe rien au niveau des transformations. Elle est sincère à côté des autres pays. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, mais il faut le dire quand même. Non, ce que je veux dire, c'était l'idée centrale, c'est qu'il faut s'appuyer sur le plaisir, le désir, et faire que chacun modifie ses modes de consommation, ses représentations, mais en y trouvant l'estime de lui-même. Et ça, on a fait trop de la transition écologique un fardeau en insistant sur les sacrifices. Or, c'est l'occasion de changements qui peuvent être stimulants et aller vers l'avant. Et souvent, notre pays est un petit peu un pays qui est pas à la traîne, qui a beaucoup de qualités, mais un peu vieux jeu. On s'accroche à des traditions parfois vieillottes. Or, il s'agit d'ouvrir un petit peu cet avenir qui peut être tout à fait intéressant. Une réaction, André Comte-Sponville? C'est un petit peu un autre débat. Je pense que le sort des animaux, c'est un vrai sujet de réflexion. Sur les conséquces de ce que pourrait entraîner la Covid et la manière... D'abord, il faut parler de sa gravité. Parce qu'écoutez, on nous annonce tous les jours le nombre de milliers de nouveaux cas, mais dont la plupart sont parfaitement bénins. Et moi, il y a une nouvelle que j'ai apprise en lisant un entretien avec le professeur Combe dans l'Express qui est sorti la semaine passée. Il dit que le taux de mortalité de la Covid-19, qu'on a d'abord dit entre 1 et 2%, puis au début de l'été, on disait 0,7%. Maintenant, il dit que c'est entre 0,3 et 0,5%. Ça veut dire que le taux de létalité a été divisé par 2 durant l'été. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a fait de meilleures recherches, parce que les soins sont peut-être plus efficaces, mais en tout cas, c'est une formidable nouvelle, divisé par 2. Je n'ai entendu personne en parler, ni à la radio, ni à la télévision, alors qu'on nous bombarde les chiffres de contagiosité à chaque fois. C'est terrible. Il y a eu 30 000 morts, un peu plus maintenant, du Covid-19 en France. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle. Mais rappelons qu'il meurt 600 000 personnes par an. Autrement dit, la Covid-19, c'est 5% des décès de cette année. C'est quand même pas la fin du monde. La peste du temps de Montaigne, le taux de létalité, il voisinait les 100%. Justement, c'est tout à fait autre chose. Je vais vous citer du Montaigne pour l'évolution des sensibilités, parce que nous avons peut-être affaire, pendant cette épidémie de Covid, à une évolution des sensibilités. Au sujet des enfants, de ces enfants, Montaigne écrit, vous le citez dans votre dictionnaire amoureux, « J'en ai perdu, mais en nourrice 2 ou 3, sinon sans regret, au moins sans fâcherie ». Et n'y a-t-il pas là, précisément, un exemple évident de réconciliation? D'autant plus qu'il en a perdu en vérité, je ne sais plus, c'est 4 ou 5, il ne se souvient même plus. Alors, ma femme me disait que Madame de Montaigne devait, elle, se souvenir du nom. Mais oui, voilà, l'amour de nos enfants, c'est une nouvelle sensibilité. Reconnaissons que c'est un progrès. Même la protection des animaux, la Montaigne est l'un des premiers à demander qu'on évite la souffrance animale, mais malgré tout, alors, il y a peut-être une nouvelle sensibilité sur le fait d'être chasseur et d'y trouver ce qu'il appelait un plaisir violent. Mais voilà, Montaigne a une sensibilité en vérité très moderne, et je dirais que c'est parce qu'il écrit au plus près de lui-même qu'il est en vérité si proche de nous, parce que les doctrines vieillissent, les idées vieillissent. Justement, le Covid aujourd'hui, c'est peut-être le signe d'une nouvelle sensibilité, le fait qu'on préfère finalement éteindre l'économie pour sauvegarder des vies. Oui, mais encore une fois, éteindre l'économie, ça veut dire qu'on meurt de faim dans les 6 mois. Faisons une expérience de pensée. Imaginez que tous les soignants arrêtent de travailler indéfiniment. Ça serait une catastrophe pour l'économie et pour les malades. Mais vous et moi, si nous sommes en bonne santé, on pourrait vivre pendant des années. Imaginez à l'inverse que toute l'économie s'arrête, sauf les soignants.
eh bien, au bout de 6 mois, il n'y a plus de soignants, il n'y a plus de soignés, parce qu'on est tous morts de faim. Autrement dit, arrêtons de croire que l'économie, c'est les profits des grandes entreprises. Non, l'économie, comme disait Marx, c'est la production des moyens de subsistance. Parce que l'humanité est cette espèce animale qui produit ses propres moyens de subsistance. Sans l'économie, on meurt. Sans la santé, on est malade. C'est une catastrophe. Et puis enfin, la santé coûte cher, la médecine coûte cher. Une bonne médecine, ça suppose une économie performante. Corinne Pelluchon, vous qui avez beaucoup réfléchi à l'écologie, on a aujourd'hui, parmi les écologistes, un discours sur l'effondrement, la collapsologie, et cette épidémie que nous traversons a été perçue comme l'un des signes. Qu'en pensez-vous ? Alors d'abord une chose, la collapsologie c'est à la mode, c'est porté par des gens tout à fait charmants, intéressants, bon. Mais le premier d'entre eux, Günther Anders, qui n'était pas collapsologue, lui qui a été considéré comme catastrophiste, annonçait la catastrophe pour que nous nous donnions les moyens de l'éviter. Donc ce n'est pas du tout la même chose. La collapsologie, on nous dit demain matin, il y aura une catastrophe. Moi, je pense qu'il ne faut jamais clore l'avenir à l'avance. Personne ne le sait. Et surtout, même s'il y avait des catastrophes annoncées, je crois qu'il y en aura. Et là, c'est pas seulement écologique, c'est peut-être aussi politique. Il faut tout faire pour les éviter et se donner les moyens de les éviter. C'est aussi prendre la mesure de la gravité des choses et élargir sa vision du temps, avoir de l'imagination. Günther Anders, dans l'obsolescence de l'homme, en parle très bien. C'est dommage qu'on mette plus en avant des auteurs tout à fait charmants, mais qui n'ont pas la profondeur de Günther Anders. Donc ça, c'est ma parenthèse. Et c'est important de le dire. Ensuite, votre question, c'était l'écologie ou l'économie, le lien ? Le lien et surtout le fait qu'on aurait un signe précurseur de cet effondrement. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Il est clair que compte tenu de nos modèles de développement, de l'absence de prise en compte pendant longtemps des limites planétaires, forcément, on va au-devant de catastrophes écologiques. Et il faut réorganiser vraiment les modes de production. Ça, c'est essentiel. Réorganiser l'économie. D'un mot, le réchauffement climatique me paraît beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus dangereux et fera beaucoup plus de morts que la Covid-19. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la Covid, bien sûr, mais ça veut dire que je suis toujours un peu choqué de la place exorbitante que la Covid-19 occupe sur nos écrans de télévision, c'est moins vrai à France Culture, et du fait que le réchauffement climatique, pratiquement plus personne n'en parle. Encore, moi je suis père de famille, si vous voulez. Je me soucie bien plus pour mes enfants du réchauffement climatique que de la Covid, dont le taux de létalité, encore une fois, est infiniment faible, surtout pour les jeunes, et c'est une bonne nouvelle. Une maladie, finalement, qui frappe plutôt les vieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les vieux sans soin, comme certains ont fait mine de le comprendre, mais ça veut dire que, moi j'aime mieux une maladie. L'âge moyen des décès de la Covid-19 est de 81 ans. Un médecin m'a dit il y a quelques jours, maintenant c'est plutôt 83 ou 84 ans. Alors c'est très triste pour les gens qui meurent de la Covid, toute mort est triste, mais enfin toutes les morts ne se valent pas. C'est quand même plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 68 ans, mon âge, ou à 81 ans. Voilà, la Covid, on ne sait plus d'ailleurs bien comment dire, mais en tout cas, on va continuer à en parler en compagnie de deux philosophes, Corinne Pelluchon, Réparons le monde, humains, animaux, nature, aux éditions Rivage, André Comte-Sponville. Votre dictionnaire amoureux de Montaigne sort aux éditions Plomb avec toute une série d'entrées. Tiens, on va aussi parler de la laïcité, puisqu'il y a une entrée laïcité, et il sera question dans quelques instants du procès Charlie qui s'ouvre aujourd'hui. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le regard de deux philosophes sur ce monde masqué et sur ses drames et ses tragédies. Corinne Pelluchon, vous avez notamment publié Réparons le monde, humains, animaux, nature aux éditions Rivage, et André Comte-Sponville, vous avez un dictionnaire amoureux de Montaigne publié aux éditions Plomb. Demain, André Comte-Sponville, il y a d'ailleurs une entrée laïcité dans ce dictionnaire. Et puis, on a beaucoup parlé aux informations de la manière dont le procès Charlie s'ouvrait et de la republication des caricatures de Mahomet. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, quand les éditions Plomb m'ont proposé de faire un dictionnaire amoureux sur un sujet de mon choix, bizarrement, ça m'a surpris moi-même, le seul sujet qui m'est tenté, c'était Montaigne. Parce que plus ça va, plus je suis convaincu que Montaigne est notre maître à tous, comme me disait Corinne tout à l'heure hors antenne. C'est le plus libre des esprits libres, c'est le plus actuel des penseurs. Par exemple, s'agissant du fanatisme religieux, à propos du drame de Charlie Hebdo, il y a une phrase de Montaigne que je trouve bouleversante de beauté et de profondeur. Montaigne écrit « C'est mettre ses conjectures à bien haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif ».
contre les bûchers de l'Inquisition. Montaigne est l'un des très rares intellectuels européens à avoir condamné les conquistadors en Amérique, à avoir pris le parti des Indiens d'Amérique, y compris des cannibales, expliquant, il y a une entrée cannibale dans mon dictionnaire amoureux de Montaigne, expliquant qu'il est quand même moins grave de manger le corps d'un homme mort que de le torturer tout vif, comme dit là encore Montaigne. Vous voyez, c'est un penseur de la laïcité. Alors, le mot laïcité n'existait pas à l'époque en français, mais c'est un penseur de la liberté de l'esprit. D'ailleurs, il va faire un voyage à Rome, pas du tout par fascination pour le Vatican, mais par fascination pour la Rome antique. Mais quand même, il rencontre la papauté. Et les gens lui font des remarques un peu sévères. Quand même, vous parlez toujours de hasard, jamais de providence. Montaigne écoute avec plaisir et prépare sa 3e édition, où il parle toujours de hasard, de fortune, comme il dit, et jamais de providence. Vous voyez, c'est cette liberté de l'esprit en une époque si rude. Parce que non seulement il y avait la peste du temps de Montaigne, mais il y avait les guerres de religion. Des dizaines de milliers de morts. La Saint-Barthélemy, c'est du vivant de Montaigne. L'église du château de Montaigne a été brûlée. Je ne sais même plus si c'était par les catholiques ou les protestants. Montaigne a été embastillé par les catholiques, alors qu'il était lui-même catholique, mais c'était un modéré qui se battait contre les fanatiques des deux camps. Et donc les deux camps lui tombaient dessus, voyez. C'est le premier, pratiquement, dans le monde moderne, à avoir pris la défense des animaux. Montaigne écrit superbement « Nous devons la justice aux humains et la grâce et bénignité aux autres créatures ». C'est merveilleux, y compris dans la différence entre la justice et la bénignité. Il ne s'agit pas de dire que les humains sont des animaux comme les autres. Non, non. Aux humains, on doit la justice. Aux animaux, on doit la grâce et la bénignité, la douceur, refuser de faire souffrir. Vous voyez, tous ces sujets font... Il y a 20 ans, j'aurais choisi Spinoza ou Épicure, que sais-je. Aujourd'hui, sincèrement, je suis frappé par cette liberté d'esprit, par cette actualité, par cette générosité, puis sans parler du génie littéraire. C'est le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui se connaissait. Moi, je dirais, c'est l'un des 2 plus grands écrivains français, avec Victor Hugo. Mais c'est de ce niveau-là. Mais sauf que lui, en plus, il est philosophe. C'est un écrivain de génie, c'est un très grand philosophe, c'est un génie sympathique, ce qui n'est pas le cas de tous les génies. Et encore une fois, c'est le plus libre des Donnez-nous des noms esprits. de génies antipathiques. Oui, il y en a plein. Corinne Pelluchon, la question du blasphème et la question de non seulement sa défense, mais du fait qu'il relève de la liberté d'expression. Est-ce que cette question-là est traitée en philosophie? Qu'en pensez-vous? Ah, c'est une question difficile. Je ne sais pas si je suis vraiment compétente. Je vous dirais qu'il faut distinguer l'offense et le dommage. Le dommage, quand on crée un dommage à autrui, eh bien, disait John Stuart Mill, un autre grand esprit sympathique, génie et sympathique, qui disait que là, il faut faire intervenir la force coercitive de la loi. Et l'offense, eh bien, on a le droit. Néanmoins, c'est vrai, moi je fais plutôt partie de celles et ceux qui pensent qu'il ne faut pas trop envenimer les choses et qu'il y a effectivement parfois un sentiment d'humiliation par certaines communautés. Bon, néanmoins, c'est vrai. Est-ce que Charlie Hebdo aurait mieux fait de ne pas... Je ne dis pas ça, je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je dis, et là, ça rejoint Montaigne, ça rejoint Spinoza, c'est que la liberté de penser, la réflexivité, c'est ça qu'il faut encourager. Les caricatures, c'est plutôt une liberté d'expression. La liberté d'expression et la liberté de penser ont des points communs, mais sont distinctes, se différencient. D'ailleurs, Spinoza différenciait les deux. Il disait que la liberté d'expression n'est pas totale. Enfin, en tout cas, quand elle peut pousser à des actes de violence. Donc, bon, mais moi, je dirais là, je crois qu'en hommage à ceux qui sont morts, c'est important peut-être de republier. Néanmoins, là encore, je crois que si il faut saluer, encourager, on le fait peut-être pas assez, la liberté de penser, la réflexivité qui demande du courage, qui demande de penser contre soi, qui demande justement de se mettre dans les pas nous tout petits, de Montaigne et des autres. Mais c'est vrai que Montaigne est le premier, lui qui célèbre un humanisme de la différence, et j'ai envie de dire des différences, contre tous les amalgames, et contre tous les fanatismes, qui célèbre aussi peut-être, en parlant au plus près de lui, ce qu'il y a de commun entre nous, un universalisme non hégémonique. Donc, ça c'est quand même l'enjeu d'aujourd'hui, peut-être de l'avenir, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, d'autres lumières, un nouvel universalisme non hégémonique. Mais alors après, aujourd'hui c'est très difficile. La situation dans laquelle on est tellement compliquée. Il y a tellement de violence, tellement de gens qui sont blessés à tort ou à raison que
Bon, moi, je serais plutôt pour beaucoup de prudence, mais je ne suis pas spécialiste de ces questions. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas, André Comte-Sponville, utiliser Montaigne contre Charlie Hebdo? Je veux dire, l'article cannibale, dire qu'il y a une différence culturelle et qu'il faut reconnaître que ces caricatures, elles peuvent blesser des gens et donc ne pas les republier. Montaigne est à la fois relativiste, il écrit, là aussi c'est une formidable formule, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ». Et en même temps, il est universaliste. Torturer l'autre, ça n'est jamais admissible dans quelque culture que ce soit. Et je crois qu'il est très important aujourd'hui de tenir les deux bouts de la chaîne. Le relativisme, le refus de l'ethnocentrisme, et pour ça Montaigne... Alors le relativisme, dans ce cas-là, il condamne les caricatures. Mais sans céder non plus sur l'universalisme. Alors s'agissant maintenant du blasphème, dans un autre de mes livres, qui était aussi un dictionnaire, mais dictionnaire philosophique, et non pas dictionnaire amoureux de Montaigne, il y a un article blasphème. Et dans cet article blasphème, je concluais, le blasphème fait partie des droits de l'homme, pas des bonnes manières. Autrement dit, dans la vie privée, il faut l'éviter. Il faut éviter de choquer, de blesser. Mais en revanche, on ne peut pas reprocher à un journal satirique de ne pas respecter les bonnes manières. Ça fait partie de leur fonction. Et puis je dirais qu'un droit que personne n'utiliserait jamais finirait par tomber en désuétude. Je dis bien que moi, dans ma vie privée, j'évite le blasphème pour ne pas blesser les gens, mais je défends absolument le droit de Charlie Hebdo, en l'occurrence, de blasphémer s'il le souhaite. Alors, est-ce que c'était opportun ou pas de republier ces couvertures? Sincèrement, je suis comme Corinne, je n'en sais rien, mais je ne me sens pas tenu de les approuver, je me sens tenu de les soutenir. Par solidarité, parce qu'ils font preuve de courage, ils risquent leur vie, ces gens-là, pour défendre la liberté de l'esprit. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé que tous les journaux français auraient dû publier ces caricatures par solidarité avec Charlie Hebdo et avec le journal danois, je crois, qui en avait pris l'initiative. Voilà, donc, évitons de choquer, évidemment. Cherchons plutôt la paix. Spinoza écrivait, il faut combattre la haine par l'amour et la générosité. Oui, quand on peut. Mais défendons le droit de la presse, y compris de la presse satirique, à choquer, à blasphémer. Le blasphème fait en effet partie des droits de l'homme. On a le droit de critiquer les religions, ce qui n'empêche pas, dans les rapports privés, dans les rapports humains, de respecter évidemment la conscience de l'autre. Corinne Pelluchon, justement, on évoquait tout à l'heure le masque et vous souligniez le fait que c'était un signe de solidarité, que nous étions aujourd'hui dans une situation face à cette pandémie qui imposait des signes solidaires tels que ce masque, ce type d'affaires avec à nouveau des tensions probables. Est-ce que ça n'est pas de nature justement à fissurer la solidarité? Est-ce qu'on n'a pas besoin par ces temps de pandémie d'être solidaire? Ça ne se décrète pas, la confiance, la solidarité. Il y a un climat de division dans notre pays comme dans les autres pays. Et on a vu les États-Unis actuellement, grand pays déchiré actuellement. Je crois qu'il y a des chantiers aujourd'hui fondamentaux. La question des femmes, la question des animaux, la question écologique. Des bouleversements aussi qui demandent à chacun, qui demandent aux chasseurs, qui demandent à des gens qui ne pensent pas comme moi, des évolutions très importantes où pour eux c'est normal qu'ils résistent parce qu'il y a toute leur identité en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux chasseurs? Non, mais la question animale, par exemple, moi je comprends tout à fait que ça choque, qu'il y a des personnes, vous comprenez, ils ont mis leur identité dans certaines pratiques, corrida, chasse. Donc quand nous attaquons ces pratiques, et je crois qu'il ne faut pas attaquer les personnes, eh bien c'est normal qu'elles réagissent parce qu'elles ont mis dans ces pratiques, des attachements, des identités. Il y a beaucoup d'investissements. Je crois qu'il n'y a pas d'évolution sans conflictualité. Il n'y a pas d'évolution majeure sans un remaniement profond de ces représentations qui ne sont pas seulement abstraites, qui touchent l'identité, la manière dont les gens se pensent. Et toutes les questions sur l'écologie, la cause animale, le féminisme, touchent au cœur de notre humanité. La place que l'on accorde à l'autrui. Là, ça oblige à renoncer à la domination, qui n'est pas seulement une domination sociale, qui est aussi une manière de s'imposer en pensant qu'on va écraser autrui, le rapport à l'altérité, qui est la chose du monde la plus difficile, et là aussi Montaigne est notre maître. Donc du coup, tout ça, ce sont des chantiers importants. On ne peut pas les ouvrir sans précaution à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord avec soi. On ne peut pas aussi non légiférer et avancer sans prendre en compte les divergences des opinions et des intérêts. C'est pourquoi il faut du pragmatisme et de la générosité, et délibérer, ça demande de faire un pas de côté et de mettre en avant les points communs. Et sur la cause animale, comme
comme sur beaucoup d'autres causes, eh bien, il y a tant de points communs que nous avons avec les éleveurs. Moi, j'ai participé très souvent à des ateliers avec des éleveurs, des gens de l'agroalimentaire, des gens de la mode, et je trouvais toujours des points d'accord majeurs avec eux pour avancer. Hélas, dans les médias ou ailleurs, on met en lumière les points de divergence. Bon, ça, la maturité intellectuelle et politique exige que nous mettions en avant les points communs pour avancer, et on peut toujours après discuter des différends et des différences, voire des divergences et des oppositions, mais la conflictualité, la santé de la démocratie, c'est de l'encaisser et de l'encadrer, ce n'est pas la contestation, ce n'est pas l'insulte et l'invective. Donc ça, je crois vraiment, aujourd'hui, c'est ça, il faut faire un effort là-dessus. La solidarité, oui, parce que la justice sociale, l'écologie, nous sommes tous dans le même bateau, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu si nous continuons. Donc, et encore une fois, l'Europe a fait preuve quand même, et ça vraiment, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, d'un effort, elle a été au rendez-vous, et ça, pour moi, ça a été la très bonne nouvelle de ces derniers mois. André Comte-Sponville, il y a quand même nécessairement, par ces temps d'épidémie, une défiance qui se remet au goût du jour, tout simplement parce que le danger, c'est l'autre, et le masque et tous ces dispositifs nous rappellent que l'autre est dangereux. Oui, c'est bien ça qui est inquiétant. Moi, encore une fois, je porte le masque, mais se promener dans Paris et voir des milliers de visages sans visage, plus de sourire, que l'autre soit perçu comme danger, être perçu soi-même comme danger, je trouve ça effrayant. Alors pour une très brève durée, soit, mais jusqu'à quand? Et donc je souhaite évidemment qu'on en sorte le plus vite possible et qu'on n'attende pas le zéro mort. Encore une fois, la mort fait partie de la vie. Moi, je veux bien mourir de la Covid-19 plutôt qu'obliger mes enfants à porter le masque pendant 30 ans, si vous voulez. Un mot sur la rentrée scolaire. J'ai été prof pendant 24 ans. L'idée de faire cours masqué devant 30 gamins masqués de 3e ou de CM2, mais c'est l'horreur. Il y aura une déperdition d'efficacité, de communication, de compréhension, d'échange effrayante, sans parler des problèmes de discipline. Ça ne peut pas durer. On ne va pas, pour protéger la santé des gens de ma génération, les sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, sacrifier les études de nos enfants. Je suis beaucoup plus inquiet pour la scolarité des enfants d'aujourd'hui que pour notre santé de vieillard. Encore une fois, d'autant que les médecins eux-mêmes nous disent que pratiquement on ne meurt plus en France de la Covid-19, alors sauf extrême vieillesse ou terrible comorbidité, mais auquel cas on meurt plutôt de la vieillesse ou de la comorbidité que de la Covid. Moi, ma priorité, ce sont les jeunes en général et les enfants en particulier. Et donc le masque, plus tôt on en sortira, mieux ça vaudra. Corinne Pelluchon, vous ne trouvez pas justement que on entend beaucoup les médecins, certains ont même parlé d'un autoritarisme des médecins. Vous qui êtes philosophe, comment jugez-vous le pouvoir médical, le pouvoir qu'il a pris depuis le début de cette pandémie ? Moi, je suis dans une situation particulière puisque j'enseigne à 2/3 à des médecins dans une formation continue. Donc je les connais dire du mal assez des bien. médecins. Oui, puis je les écoute. Moi, je les écoute. Moi, j'ai l'habitude d'écouter les gens qui semblent compétents. Quand je vais chez le dentiste, il me dit quelque chose, je l'écoute. Même quand ils ne sont pas d'accord entre eux ? Oui, mais ils sont assez d'accord sur certaines choses. Alors après, non, la question, c'est qu'il y a quand même des compétences. Il faut écouter ceux qui sont compétents, il me semble. Alors après, c'est vrai, nous sommes aussi dans un monde, peut-être aussi un pays où chacun essaie de se mettre en avant et au lieu de servir le bien commun ou une cause, il met sa petite personne et ça conduit à un cafouillis. Moi, j'ai plutôt tendance à écouter les médecins et je ne trouve pas que je sois particulièrement docile en les écoutant. Voilà. Là, ce que je voudrais rebondir juste sur une chose, c'est vrai que la situation aujourd'hui, pour plein de raisons, notre bonheur est gâté par plein de choses. Le masque, les crises, l'angoisse. Il faut puiser en soi ou dans ses amis des ressources pour faire de mauvaise fortune bon cœur, faire que ce masque détruise pas tout, mettre un peu d'imagination, acheter des vêtements, acheter des livres, ne pas se repaître sans arrêt d'informations sur Twitter, car les informations passent, il nous faut des récits. Les récits supposent qu'on articule ce qu'on entend à son expérience, la littérature, lire Montaigne, passer sa vie, on voit sa journée, son dimanche, à lire Montaigne, et s'appuyer sur les grands esprits, faire des exercices d'admiration, lit Montaigne, on se dit mais quel génie, moi je veux aussi donner quelque chose, évidemment minuscule, mais voilà, ça donne un peu envie de vivre. Et
Et moi qui suis, vous savez, dans la presse, on dit souvent les véganes sont des extrémistes. Non. Être concerné par la cause animale, c'est souffrir du matin au soir par ça et faire un effort pour quand même vivre dans ce monde et penser, croire, espérer qu'il y aura des améliorations. Moi, je crois quand même que nous sortirons de la crise, du pandémie, je ne sais pas quand, mais on en sortira quand même, et qu'il y a possibilité d'un monde meilleur. Ça, je le crois. Je crois en la justice. André Comte-Sponville, le pouvoir médical, certains parlent de paternalisme sanitaire, ça vous parle ? Moi, j'ai parlé d'une menace d'ordre sanitaire ou de sanitairement correct, pas du tout contre les médecins, que comme Corinne, je fréquente beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Pour eux, j'ai beaucoup de sympathie pour cette corporation. Mais simplement, les médecins, forcément, font de la santé leur priorité, c'est leur métier. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que citoyens, nous devions considérer que la santé est la valeur suprême. Ça, c'est ce que j'appelle le panmédicalisme. Faire de la santé la valeur suprême et donc déléguer aux médecins la gestion, non seulement de nos maladies, ce qui est normal, mais la gestion de notre vie elle-même. Et là, je crois qu'il y a un risque de dérive, mais qui d'ailleurs incombe moins aux médecins eux-mêmes, qui souvent sont conscients de ça, mais qui a une demande du corps social, que j'associe d'ailleurs à la déchristianisation. Moins les gens croient au salut, à une vie après la mort, plus évidemment, leur santé, vous savez, c'est la même origine. Le salut et la santé, étymologiquement, c'est le même mot, si vous voulez. Moins on croit au salut, plus on accorde d'importance à la santé. Alors, j'ai illustré ce que j'appelle ce panmédicalisme par une boutade de Voltaire, parce que je crois que ça commence au XVIIIe siècle. Voltaire écrivait joliment « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Eh bien, le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen au service de cette fin suprême que serait la santé, on assiste à un renversement considérable par rapport à au moins 25 siècles de civilisation, où on considérait bien sûr à l'inverse que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen au service de ce but suprême qu'est le bonheur. Attention de ne pas tomber dans cette idéologie panmédicale, attention de ne pas déléguer notre vie aux médecins. Pour savoir ce que je dois faire de ma vie, je compte davantage sur la philosophie, sur la lecture de Montaigne, sur ma réflexion, que sur la vie de mon médecin. Mais qu'est-ce qu'il disait sur la maladie Montaigne, parce qu'il en avait plusieurs des maladies. Alors Montaigne dit deux choses, la santé de par Dieu. Il est comme Corinne, il pense que la santé est le plus grand bien. Sauf que non, je ne pense pas que c'est le plus grand bien. Bon, en tout cas, lui pense que c'est le plus grand bien. Sauf que ce n'est pas une valeur. Parce qu'un bien, c'est quelque chose qui est désirable. Et donc, je peux désirer être en bonne santé, je peux envier quelqu'un qui a une meilleure santé que moi, comme je peux envier quelqu'un qui est plus riche que moi. Une valeur, c'est quelque chose qu'on peut admirer. Si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi, je suis un crétin, évidemment. Vous voyez, donc, oui, la santé, c'est très précieux. Tout le monde a envie d'être en bonne santé plutôt que malade, mais ce n'est pas une valeur morale. Et si on érige ce bien en valeur morale, on fait un contresens sur l'existence humaine. Quand il souffrait notamment de calculs. Il souffrait de la maladie de la pierre, la gravelle, disons ce qu'on appelle aujourd'hui des coliques néphrétiques. J'en ai eu 3 dans ma vie, je comprends sa douleur, sauf que lui, il n'avait pas d'antalgique. Et donc, il est à la fois sensible à l'extrême souffrance de la maladie, et en même temps, il déteste les médecins de son temps, qui sont les médecins de Molière. Et dans l'article « Médecin » dans mon dictionnaire amoureux de Montaigne, je conclus en disant que ceux qui passent leur temps à répéter que c'était mieux avant, devrait lire ce que dit Montaigne sur la médecine de son temps. Parce que s'il y a un domaine où vraiment ce n'était pas mieux avant, c'est le domaine médical. Et donc, quelle chance nous avons de vivre dans une société où la médecine est tellement performante. Ça n'est pas une raison pour considérer que la santé tient lieu de sagesse, de philosophie ou de spiritualité. Corinne Pelluchon. Oui, alors moi, je ne pense pas du tout que la santé soit la fin de l'existence. C'est un moyen, une condition. Parce qu'évidemment, comme je disais tout à l'heure, quand la santé est mauvaise, notre univers est rétréci, on est fatigué, on ne peut pas assez réfléchir. Mais vraiment, la question, c'est le sens et la saveur de l'existence. Moi, je crois la déchristianisation, mais aussi la perte de l'engagement politique explique aussi cette focalisation sur une dimension privée de l'existence et la santé. Mais là encore, les choses changent. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui s'engagent pour l'écologie, qui croient en un autre monde. Il y a des personnes qui pensent vraiment, j'en fais partie, qu'il est possible d'initier une transition écologique, de modifier les modes de production, de transformer
patiemment, pas violemment, ce monde pour construire un monde habitable. Et ça donne un sens, une épaisseur à l'existence. Notre existence n'est pas seulement réduite à la sphère individuelle. Les Japonais, quand ils parlent de l'humain, il y a le monde avec. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui est à venir et ça peut ouvrir un horizon d'espérance. Mais alors Montaigne, ce n'est pas du tout cela. C'est quelqu'un qui s'intéresse à lui d'abord. André Comte-Sponville, comment peut-il s'engager dans le monde ? Non, il dit « nous sommes nés pour agir ». Le premier article de mon dictionnaire, c'est l'article « action ». Montaigne ne passe pas sa vie à se contempler le nombril. Il passe son temps à lire les autres, il a une connaissance de la pensée des anciens absolument extraordinaire, il passe son temps à voyager, à faire de la politique. Non, c'est un homme d'action. Et je crois que la phrase de Montaigne que je préfère, c'est la phrase suivante « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle. Et encore plus de mon jardin imparfait ». C'est l'une des plus belles phrases qu'on ait jamais écrites en français. Mais alors la politique de Montaigne ? Dans la politique de Montaigne, on ne sait pas grand-chose finalement de ses opinions politiques concrètes. On sait beaucoup de sa philosophie politique. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il ne confond pas la morale et la politique. Il comprend que ce sont deux choses absolument différentes, nécessaires bien sûr l'une des deux, mais d'une articulation toujours délicate. Le bien public requiert qu'on trahisse et qu'on mente, qu'on trahisse et qu'on massacre. Alors, pas toujours, le moins possible, bien sûr, mais ça peut arriver. Sauf que Montaigne dit à deux conditions. À trois conditions. 1, à titre purement exceptionnel. 3, le moins possible. 2, le moins possible. 3, surtout, à condition que ça soit pour le bien public et jamais pour son bien propre. Et c'est ça la pire de tout. Autrement dit, ne comptons pas sur les bons sentiments pour tenir lieu de politique, mais n'autorisons pas tout au nom de la politique. Corinne Pelluchon, pour comprendre Lévinas et Réparons le monde, humains, animaux, nature aux éditions Rivage, André Comte-Sponville, votre dictionnaire amoureux de Montaigne est publié demain aux éditions Plomb. Je vous propose de rester avec nous pour entendre mes deux camarades que voilà, Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine, de quoi allez-vous nous parler ? Des mots qui mettent le feu aux poudres. Et Hervé ? Une chronique nombriliste, mais qui, je l'espère, incite à l'action. Dans quelques instants, 8h44. France Culture, l'esprit d'ouverture. Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte. Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en 3 parties, un grand entretien avec un artiste, Affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, Affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger. Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr. 8h45, Hervé Gardette, ce matin, dans votre transition, vous nous parlez d'un des impensés de la société du gaspillage, le monde du rasage. Oui, c'est déjà la 2e semaine depuis la rentrée, Guillaume, et je ne vous ai pas encore donné des nouvelles de mon combat don quichotesque contre les déchets ménagers. J'y songeais hier en me rasant en quête d'un sujet pour alimenter cette chronique lorsqu'une estafilade vint interrompre ma rêverie. Je m'étais coupé à la base du menton. Ça se voit pas. Coupure, à vrai dire, je me suis soigné depuis. Coupure, à vrai dire, inévitable, quand bien même j'aurais été concentré, tant les lames émoussées de mon rasoir avaient dépassé leur date de péremption. Alors pourquoi ne pas en avoir utilisé des neuves ? Eh bien parce que je repousse sans cesse le moment de leur achat afin d'échapper à ce qui est devenu une source d'angoisse, m'en procurer de nouvelles sans me tromper de modèle. On reproche aux fabricants de smartphones de programmer sciemment l'obsolescence de leurs produits en limitant la compatibilité entre leurs propres appareils et accessoires, mais ce sont des amateurs comparés aux industriels du rasoir, passés maîtres dans l'art de l'incitation à la surconsommation et au gaspillage. J'utilise ainsi depuis quelques années une marque dont le nom rappelle celui d'un fameux demi d'ouverture de rugby. Problème, la marque en question commercialise presque autant de sortes de lames qu'il y a de joueurs dans le 15 d'Angleterre, étant entendu que chacune d'entre elles ne correspond qu'à un seul type de manche. Or, ça ne rate jamais, j'ai beau me rendre au magasin avec un exemplaire du bon modèle dans la poche, j'achète toujours les mauvaises, lesquelles viennent grossir ma collection de lames orphelines. Alors, excédé par ces achats aussi inutiles que coûteux, il faut savoir que la lame de rasoir se négocie au prix du caviar, j'ai écrit au service client. Je vous lis mon mail. Je ne comprends pas pourquoi vous ne standardisez pas votre système de fixation des lames, sauf à vouloir inciter à la surconsommation, ce qui me surprendrait. Oui. Réponse quasi immédiate. Nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écrire et de partager avec nous votre
expérience positive. Alors, dans un article publié l'an dernier dans Les Échos, on apprenait qu'en 30 ans, la fréquence du rasage chez les hommes en France avait diminué de moitié de quotidienne à tous les 2 jours. Conséquence, une baisse du chiffre d'affaires du secteur des lames et des rasoirs, moins 2,8% en 2018, après un recul de 6% l'année précédente. La confusion qui règne dans les rayons dédiés au rasage n'aurait donc d'autre but que de ralentir l'érosion des ventes dans un pays où les garçons ont pris l'habitude de se laisser pousser la barbe. Mais après tout, cette incitation au gaspillage est-elle si surprenante ? S'il est un objet qui symbolise la civilisation du tout jetable, c'est bien le rasoir. Pour exemple, depuis 1975, plus de 60 milliards de rasoirs Bic ont été vendus dans le monde, ce qui fait autant de déchets plastiques en plus. Alors il faut néanmoins nuancer cet acte d'accusation. D'abord parce qu'en matière d'attrape-nigaud, les marchands de mousse à raser ne sont pas non plus manchots. Vous ne viendrez jamais tout à fait à bout d'un aérosol. Il n'y a jamais assez de gaz pour en extraire toute la mousse. À cet égard, j'ai décidé cet été, afin de réduire le poids de mes déchets, de privilégier l'usage du blaireau et du savon d'Alep. Beaucoup plus économique. Il faut juste s'habituer à l'odeur que le mélange de l'un avec l'autre dépose sur votre peau, comme un relent d'écurie. Alors j'en étais là de mes réflexions contre le cartel des vendeurs de rasoirs lorsque je suis tombé sur un article de Courrier International consacré aux travaux d'un chercheur en métallurgie du MIT, grande université américaine. Son sujet, l'usure accélérée des lames. L'étude vient d'être publiée dans la revue Science, d'où il ressort que, bien que 50 fois moins dur que l'acier inoxydable dont on fait les lames de rasoir, le poil de barbe le met à rude épreuve. Un seul suffit pour y faire une entaille. Or, dès qu'elle est ébréchée, la lame devient plus fragile. Alors, on apprendra peut-être un jour que l'étude a été commanditée par l'industrie du rasage, mais désormais peu me chaud, puisqu'il nous faut vivre en dissimulant notre visage. Profitons-en pour tenter des expériences à du rasoir. Je me laisse pousser la moustache. Très bien, Hervé. Une réaction, Corinne Pelluchon, sur ce type de gaspillage ? Je ne suis pas tellement experte du rasage. Non, mais vous êtes experte en philosophie de l'écologie. C'est vrai que ça peut commencer par les réflexions quotidiennes, donc ça c'est intéressant. Mais Merci Corinne Pelluchon. Non, mais il débute, hein. Vous voyez, Non. Hervé. Non, Donc, mais- il commence par réfléchir à des objets du quotidien, puis il s'élève. Non, mais là où il a raison, c'est que c'est cauchemardesque de voir tout ce qu'on jette. Voilà, bon, mais là aussi, on a été habitué à ça, à prendre un Kleenex, à jeter, Et c'est vrai que quand on prend conscience de ça, on a un peu d'effroi et on essaie de bricoler des solutions. Donc, vous bricolez que le rasoir. Moi, je bricole autrement, mais on en est tous là, je crois. On est né dans un monde du jetable, avec l'idée que les limites planétaires et tout était disponible à l'infini. C'est ça qui a changé. Et chacun se débrouille avec ça. Moi, je partage l'agacement devant l'absence de standardisation. Je me suis fait piéger, comme vous, plusieurs fois, acheter un paquet de lames de rasoir de la même marque, mais pas du même modèle. Mais surtout, je crois qu'il faut renoncer au rasoir jetable. Faisons quelque chose pour l'écologie. Vous avez donné le chiffre de rasoir Bic. Ça coûte tellement peu cher qu'effectivement, même la loi alors que les lames coûtent tellement cher. Économiquement, il semble plus raisonnable d'acheter des rasoirs jetables. Sauf que là, pour l'écologie, c'est une espèce de catastrophe. Voilà. Donc, lançons un mot d'ordre. Messieurs, renoncez au rasoir jetable. Géraldine Mosna-Savoie, vous vous intéressez aujourd'hui à ces mots qui mettent le feu aux poudres. Oui, pas du tout au rasage. Donc ce lundi, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a affirmé approuver l'usage par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, du terme ensauvagement pour désigner une partie de la société. Mercredi dernier, on apprenait que le roman policier d'Agatha Christie était rebaptisé « Ils étaient 10 », supprimant ainsi de la nouvelle édition française le mot « nègre ». Dans les deux cas, une question de mots et un tollé. On pourrait se féliciter de tels débats. Enfin, nous voici à discuter de ce que nous avons vraiment en commun et que nous pratiquons tous les jours, le langage. Pourtant, une question me taraude, pourquoi s'entêter à se disputer sans discuter et plus précisément à se disputer sur des mots sans en discuter leur portée ? Comment en est-on donc venu à parler des mots eux-mêmes sans s'entendre parler ? Et oui, ce qui vous a justement rappelé une dispute avec un ami. Oui, c'était il y a quelques années, c'était dans une voiture et c'était à propos du terme « quand ».
À l'époque, Manuel Valls, alors Premier ministre, l'avait employé à propos d'un possible rapatriement de djihadistes en France et j'avais trouvé ça honteux. Comment se servir d'un terme aussi chargé historiquement ? Mon interlocuteur, lui, ne voyait pas le problème. Un camp n'était, selon le dictionnaire, qu'un espace où se trouvaient rassemblées des personnes. Le fait que mon ami soit au volant m'avait empêché d'en venir aux mains, mais je ne comprenais pas qu'il ne comprenne pas, qu'il ne saisisse pas qu'un mot n'est jamais utilisé pour lui-même, en l'air, indifféremment, d'autant plus dans la bouche d'un homme politique, qu'il contient toujours en lui quelque chose de l'intention de son locuteur, un effet possible sur l'interlocuteur, mais aussi toute une histoire. Alors c'est vrai que pendant longtemps, depuis Cratyle en fait, un sophiste de l'Antiquité qui s'était accroché avec Socrate, la question du langage a été celle de savoir si tel mot correspondait ou pas à telle chose, de manière naturelle et nécessaire. Au début du XXe siècle, le linguiste Ferdinand de Saussure avait tranché en plaidant pour le rapport non pas naturel, mais arbitraire entre un mot et une chose, un son et une idée. L'affaire semblait donc entendue. Mais c'était sans compter sur ce paradoxe, l'arbitraire n'est pas non plus le hasard. Et les mots ont beau ne pas avoir de lien naturel avec les choses, ils ont quelque chose à voir avec la réalité. D'où votre question. Pourquoi faire comme si les mots n'avaient pas de contexte, d'histoire, comme s'ils ne dépendaient pas de conventions ou d'idéologie ? Pourquoi parler comme s'ils n'avaient aucun écho, aucune résonance avec l'air du temps, juste parce qu'ils sonnent bien, fort ou tout simplement parce qu'ils ont toujours été là ? C'est tout le problème derrière ces polémiques langagières. Les mots ne semblent réduits qu'à un sens simple et littéral, ou pire, à des sons, qui à défaut d'être foncièrement liés aux choses, s'imposeraient d'eux-mêmes, intemporels, dépouillés de tout usage. Pourquoi s'offusquer de la suppression du mot nègre dans un titre quand plus personne ne l'utilise sauf comme une insulte ? Pourquoi parler d'ensauvagement pour seulement taper fort et marquer les esprits ? Il y a, je crois, dans ces postures, une grandiloquence qui, loin de rendre hommage au langage, à son pouvoir, à son imagination et à ses multiples sens, l'appauvrit. Mais comment en est-on venu à sacraliser les mots au point, contre toute attente, d'en faire seulement des éléments de langage, de purs sons à sens unique, figés dans le marbre et la polémique et plus dans la réalité ou la discussion. Merci Géraldine Mosna-Savoie. Une réaction, André Comte-Sponville ? Écoutez, Montaigne dit il y a le mot, il y a la chose. Et mieux vaut parler de la chose que du mot. Et je crois que de ce point de vue, là, vous avez raison, les mots ne sont pas sans contexte, les mots ne sont pas absolument neutres. Mais attention de ne pas enfermer notre réflexion dans une seule discussion sur les mots, en oubliant la réalité. La sécurité, c'est un vrai problème dont on peut parler tranquillement, raisonnablement. Un journaliste me disait « ensauvagement, c'est un mot de droite ». C'est un mot que je n'ai jamais utilisé, mais je lui ai répondu « écoutez, la langue n'est ni de droite ni de gauche, un mot ne peut pas être de droite ou de gauche ». Et donc, évitons de nous polariser sur les mots et puis essayons de parler avec un peu de sérénité. Moi, j'aimais beaucoup ce que disait Corinne tout à l'heure sur cette espèce de montée de la haine, de la violence, où les gens sont prêts à se battre, comme vous l'évoquiez, sur des questions de mots. Alors que nous sommes tous dans le même bateau, confrontés à des problèmes très difficiles qui méritent qu'on agisse, comme dirait Montaigne, plutôt que de discuter sur le sens des mots.